Alors, aujourd'hui, nous accueillons Sandrine Vinatier. Elle est chargée de recherche CNRS et elle est au laboratoire du Lézia à l'Observatoire. Elle est spécialiste des atmosphères planétaires, en particulier Titan, mais aussi hors système solaire. Elle s'occupe aussi des atmosphères des exoplanètes. Et elle a participé à la conception du spectromètre infrarouge CIRS qui était sur la sonde Cassini, évidemment pour le système de Saturne avec Titan, et elle participe à la conception du spectromètre de masse qui va équiper Dragonfly. J'en dis pas plus, Sandrine. D'accord, Sandrine, je te laisse la parole. ok. Merci beaucoup, Nicolas, de m'avoir invité. Alors, juste une micro-précision, je n'ai pas participé au développement de l'instrument CIRS, mais j'ai participé à l'analyse de données. Juste, voilà, moi, je suis arrivée au moment où la mission Cassini est arrivée dans le système de Saturne. Donc, j'ai eu la chance d'arriver au moment où il fallait analyser les données. Donc, voilà, c'était juste la petite précision. Donc, encore merci du coup de m'avoir invité pour vous parler de Titan et en particulier donc, des grands résultats de la mission Cassini-Huygens. Donc, ça va faire l'objet de ma première partie de présentation pour vous introduire en fait les objectifs scientifiques de la mission Dragonfly qui va décoller en 2028. Et pour information, donc la mission Dragonfly a été validée la semaine dernière par la NASA. En fait, les budgets ont été totalement validés et du coup, donc tout devrait bien se passer pour ce lancement d'ici 2028. Donc, commençons par simplement Titan, où se trouve Titan dans le système de Saturne, puisque tout le monde n'est pas forcément familier. Donc, si on observe Saturne vu du pôle Nord, par exemple ici, donc vu du dessus, avec ses anneaux qui sont ici, ces différentes lunes en orbite, donc Titan, en fait, se trouve à peu près 20 rayons de Saturne, soit 1 200 000 km de distance. Donc voilà, si vous voyez, si vous avez la chance de voir Titan et Saturne au télescope ou à la petite lunette, sachez que Titan se trouve quand même relativement loin de Saturne. Alors, donc, je vais vous présenter donc, la mission Cassini-Huygens et ses grands résultats. Donc, c'était la plus grosse mission en fait, spatiale jamais lancée dans le système solaire. Donc, voilà, ici, vous avez une image, un cliché pris du coup avec les ingénieurs autour. Donc, vous voyez l'échelle de la sonde qui faisait 6,7 mètres de haut, avec une antenne ici de 4 mètres de large et une masse de 5,7 tonnes, incluant 3 tonnes de carburant. Donc la sonde Cassini, c'était une mission conjointe ESA-NASA avec donc la sonde qui était donc la sonde appelée Cassini qui était développée par la NASA et le module Huygens qui était un module de descente qui a atterri dans Titan qui était un module lui développé par l'ESA. Et donc voilà, donc c'était une mission conjointe ESA-NASA. Donc pour en revenir à la sonde, donc elle contenait 12 instruments, des instruments à la fois in situ et de télédétection. Avec, donc, en in situ, il y avait des spectromètres de masse, des analyseurs de poussière, un magnétomètre et de l'imagerie magnétosphérique. Et en termes de télédétection, il y avait des caméras à fil, des spectromètres en visible, infrarouge, UV et ondes radio, un radar et de quoi faire de la radioscience. Donc Cassini a couvert vraiment un large spectre de longueur d'onde pour justement déduire différentes informations, à la fois pour Titan, mais évidemment aussi pour tout le système de Saturne, donc Saturne, les anneaux et les autres satellites. Donc Huygens a été largué donc, par la sonde qui a été mise en orbite en juillet 2004 dans le système de Saturne. Donc, Huygens est rentré donc, dans l'atmosphère de Titan en janvier 2005 et à l'équateur et a réalisé des mesures atmosphériques pendant 2h30, donc pendant toute une grosse partie de la descente. Et cet instrument, donc Huygens contenait 6 instruments qui étaient des caméras, un analyseur de composition, des capteurs pour mesurer les vents, la température, la pression, et aussi pour étudier la surface une fois que le module a atterri. Donc la mission Cassini-Huygens a été un gros succès puisqu'elle a duré 13 années. Donc au tout début, la mission nominale devait s'étendre de 2004 à 2008. Donc c'était les orbites ici qui sont représentées en vert. Donc qu'est-ce que l'on voit ici? Donc c'est Saturne avec les orbites des satellites internes donc, que je vous ai montré tout à l'heure et l'orbite de Titan se trouve ici. Et donc au cours de chaque orbite, Cassini effectuait un survol de Titan.
Et la mission donc, fonctionnait tellement bien qu'elle a été prolongée. Elle a été aussi du coup prolongée pour des raisons évidemment scientifiques, puisque on- sur la durée, en fait, il était possible d'observer plusieurs saisons dans le système de Saturne. Donc le début de la mission ayant commencé en 2004, donc c'était l'hiver nord donc, dans le système de Saturne, donc au niveau de Saturne mais aussi au niveau de Titan. On verra que Titan possède des saisons comme Saturne. Et en fait, donc, de 2008 à 2010, la mission a été prolongée pour étudier l'équinoxe, donc les changements saisonniers au passage de l'équinoxe de printemps nord. Et de nouveau, a été prolongée ensuite de 2010 à 2017 pour aller jusqu'au solstice d'été nord. Donc on a vraiment eu la chance d'avoir 2 saisons d'étudier sur les 13 années de la mission et le tout sur 127 survols rapprochés de Titan. Alors, donc là, je vous présente à l'échelle, pas à l'échelle en distance, mais à l'échelle en taille, les différentes lunes de Saturne, les lunes les plus proches de Saturne, avec donc les petites lunes internes. Mimas ici, donc vous avez entendu parler lors du précédent séminaire de l'observatoire, donc il fait à peu près 400 km de rayon. Encelade qui en fait 500, Tétis qui est plutôt à 1000 km excusez-moi, j'ai dit rayon, mais c'est diamètre. Tétis et Dionée qui sont plutôt à 1000 km de diamètre, Rhea plutôt à 1500 km. Donc on voit que tous ces satellites sont plutôt des satellites cratérisés. Et donc si là je vais mettre sur la slide suivante Rhea, donc voici Rhea à nouveau, et le suivant c'est Titan. Donc là clairement vous voyez très nettement que Titan est très différent des autres satellites puisqu'il apparaît déjà, donc déjà il est beaucoup plus gros et il apparaît de façon plutôt floue et jaune orangée. Donc ça, c'est lié à son atmosphère et on va en parler dans la suite de l'exposé. Donc cette atmosphère est très étendue. Donc ici, vous avez représenté à l'échelle Titan et la Terre, donc, puisque la Terre, voilà, on connaît mieux. Donc ça nous permet de comparer. Et donc on voit en fait que l'atmosphère de Titan s'étend jusqu'à 1500 km d'altitude. Donc ça, c'est 3 fois plus haut que l'atmosphère, la limite, disons, de l'exobase de l'atmosphère terrestre. Et donc Titan, comment dire? Donc c'est, oui, bon. Euh, le fait que cette atmosphère est étendue, c'est simplement lié à la gravité en fait, de Titan qui est 7 fois plus faible que le champ de gravité terrestre. Et donc ça permet à l'atmosphère d'être plus étendue. Et en particulier, on a une pression de surface aussi au niveau de la surface de Titan qui est de 1,5 bar, soit 1,5 fois la pression atmosphérique que nous avons sur Terre. Cette atmosphère de Titan est composée à 98% de diazote, donc c'est le composé majoritaire, donc comme sur Terre on a 78% de diazote. Et le second composé est le méthane, donc pour 1,5%. Et on va voir que ce méthane est vraiment un rôle crucial dans l'atmosphère de Titan, en particulier au niveau de sa chimie atmosphérique. Donc, les deux composés principaux de l'atmosphère de Titan, le diazote et le méthane, sont dissociés dans la haute atmosphère. Ils sont dissociés par les photons solaires, mais aussi par les particules énergétiques qui sont transportées dans la magnétosphère de Saturne. Et il se crée donc, du coup des radicaux, donc des morceaux, disons, de molécules cassées, qui vont pouvoir se recombiner pour former des molécules plus complexes. Donc ça a été donc la composition, en tous les cas, de la haute atmosphère à 950 km a été pour la première fois déterminée par CAPS, qui était un spectromètre de masse qui a mesuré du coup la distribution en masse des ions négatifs à 950 km d'altitude. Et ça a été une des premières grandes surprises de la mission Cassini, puisqu'en fait, cet instrument a mesuré des distributions en masse à des masses très élevées. Donc, on ne s'attendait pas à ce que, à 950 km d'altitude, il y ait déjà des macromolécules qui soient présentes et formées. Donc là, juste pour se repérer dans ce spectre de masse, donc ici, vous avez un cycle de benzène à une masse surcharge de 78. Et ce qui correspond à du coup cette grande distribution en masse, ce serait plutôt des macromolécules qui auraient de l'ordre de la dizaine, douzaine de cycles benzéniques plus d'autres atomes. Mais compte tenu de la résolution spectrale en masse, donc il n'est pas possible de déduire en fait la composition exacte de ces macromolécules. Alors, il y avait un autre instrument donc sur Cassini qui était l'instrument INMS qui, lui, par contre, avait une meilleure résolution en masse
et qui a pu aussi, lors des mesures in situ, donc là, je ne l'ai pas dit, mais ces mesures in situ se faisaient lors de passages, lors des survols au plus près donc, de Titan. Donc ça passait vraiment à l'intérieur de l'atmosphère. Donc souvenez-vous, je vous ai dit que l'atmosphère s'étend jusqu'à 1500 km d'altitude. Donc à 950 km, on est déjà vraiment bien dans l'atmosphère. Et donc voilà, il était possible d'avoir toutes ces mesures. Et donc INMS, de son côté, a mesuré, du coup, avec sa meilleure résolution en masse, jusqu'à 100 masses sur charge, différents pics qui ont pu être attribués à différents composés. Donc ici, ce sont des ions qui ont été du coup attribués grâce au développement, donc dans ces 20 dernières années, de modèles photochimiques qui incluent aujourd'hui jusqu'à plusieurs milliers de réactions chimiques. Donc là, vous avez un exemple de schéma de réaction chimique, donc on ne va pas du tout rentrer dans le détail, mais vous voyez que les molécules, là, pourtant, sont relativement simples, et malgré ça, on voit clairement une complexité très importante de la chimie atmosphérique. Donc là, vous voyez vraiment des molécules simples, et donc je vous rappelle que toute cette partie ici concerne des macromolécules, donc beaucoup plus complexes, qui ne sont pas du tout euh, modélisées pour l'instant dans les modèles photochimiques. Donc ça vous donne vraiment une idée à quel point la chimie atmosphérique de Titan est complexe et va vraiment loin dans la formation de macromolécules. Et donc, elle va même plus loin que la formation de macromolécules, puisqu'en fait, ces macromolécules, qui sont formées du coup à relativement haute altitude, vont se former sous forme de feuillets, vont se combiner sous forme de feuillets, et vont former des sortes de boules, disons, de macromolécules, qu'on appelle des monomères, et qui ont été mesurés enfin, qui ont été mesurés à la fois par télédétection et lors de la descente de Huygens, en fait, dont la taille atteint à peu près 0,05 microns de rayon. Et ces monomères, donc ces boules, se combinent pour former des aérosols qui ont des formes plutôt, elles, fractales, composées de 3000 à 4000 monomères, et qui ont été observés dans la basse atmosphère par Huygens. Alors, ces aérosols, donc c'est eux qui sont responsables de la couleur jaune orangé de Titan, puisqu'ils absorbent le bleu et en particulier aussi l'UV, mais ça, c'est pas pour la couleur, par contre, c'est un impact très important pour le chauffage de l'atmosphère de Titan. Et donc voilà, donc c'est ce qui donne cette couleur orangée. Et ici, si vous notez, on a l'hémisphère nord paraît plus foncé, en fait, plus sombre que l'hémisphère sud. Ça va être lié à la dynamique atmosphérique qui va redistribuer ces aérosols dans l'atmosphère. Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard. Pardon. Alors, donc, on a pu avoir quelques informations quand même sur la composition de ces aérosols, en particulier grâce à leur émission thermique. Donc, on a pu réaliser le spectre de ces aérosols et voir qu'il y avait dans ce spectre des signatures spectrales, en particulier ici certaines qui sont responsables, qui sont causées plutôt par des cycles aromatiques ou polyaromatiques. Et donc ça corrobore du coup cette hypothèse donc, de feuillets de molécules cycliques qui créent des monomères, donc qui pourraient correspondre du coup à ce type de signature. Et on a également d'autres types de signatures qui vont correspondre à des vibrations de liaisons soit CN, donc de carbone et d'azote, ou des liaisons CH, carbone-hydrogène, dans différentes structures, soit de radicaux enfin, de méthyle ou autres, ou de l'hexane. Alors une autre façon d'étudier aussi les aérosols, donc c'est une façon plus indirecte, mais en fait, on peut reproduire en laboratoire des aérosols à partir de gaz, de mélanges de gaz, donc qui vont contenir de l'azote et du méthane, et en leur appliquant une source d'énergie. En particulier ici, c'est dans l'expérience Pan-Prolatmos, donc c'est une source, donc c'est une décharge électrique qui va créer un plasma. Donc ça simule le dépôt d'énergie des photons dans la haute atmosphère de Titan. Et en fait, très rapidement, dans ce type d'enceinte, il se crée des aérosols en l'espace de quelques dizaines de minutes qui vont, quand on les recueille, donc dans des fioles, là, comme ici, qui vont avoir différentes couleurs en fonction du méthane, de la quantité de méthane qui va être incorporée dans l'enceinte gazeuse, l'enceinte de gaz. Et très récemment, ces aérosols aussi ont pu être observés au microscope à force atomique et on peut même voir du coup les molécules qui composent ces aérosols. Et là, à nouveau, on voit des ensembles de cycles carbonés qui correspondent du coup à ce qu'on pense être les aérosols de l'atmosphère du Titan. Donc ces aérosols, je vous ai dit, ont un impact important sur la température, mais pas que. Et donc la température de l'atmosphère de Titan a été mesurée en premier par la sonde Huygens.
Donc la sonde Huygens qui est descendue, on l'a dit, en janvier 2005, et donc qui a commencé à décélérer donc très tôt, à 1500 km, et donc de la décélération, elle a pu déduire la température avant que le parachute ne soit déployé à 160 km d'altitude. Une fois que le parachute a été déployé, la température a pu être mesurée grâce à un thermomètre directement dans l'atmosphère. Et donc la mesure Huygens, que vous voyez ici en rouge, le profil de température, est le plus précis que l'on ait actuellement de l'atmosphère de Titan. Alors, donc, si on le compare à la Terre, donc, que vous voyez ici en bleu, donc clairement, ce qui saute aux yeux, c'est que l'atmosphère de Titan est beaucoup plus froide. Donc, on est plutôt aux alentours entre moins 200 et moins 100 degrés dans l'atmosphère de Titan. Donc ça, c'est lié simplement à la distance de Titan par rapport au Soleil. Donc Titan est 10 fois plus loin du Soleil que la Terre ne l'est du Soleil. Et donc Titan reçoit 100 fois moins de flux solaire en haut de son atmosphère. Donc, le système, comme le système de Saturne, lui aussi, est beaucoup plus froid que le système terrestre. Donc, à la surface de Titan, il fait moins 180 degrés, donc 93 Kelvin. Et la pression de surface, donc on l'a mentionné rapidement tout à l'heure, est de 1,5 bar, donc 1,5 fois la pression terrestre. Et donc, dans ces conditions thermodynamiques, on a le méthane, donc qui est le deuxième composé le plus abondant de l'atmosphère, le méthane qui peut être soit sous forme liquide ou sous forme gazeuse. Et il existe du coup dans Titan un cycle du méthane qui est très important, donc on va y revenir aussi un peu plus tard. Alors, donc, je vous ai dit que ce profil thermique était le plus précis qui a été mesuré du coup pendant la mission Cassini. Mais donc il est utilisé dans de nombreuses données, mais il n'a été mesuré qu'à une seule date et à un seul endroit, donc à 10 degrés sud et le 15 janvier 2005. Donc, si on veut étudier les effets saisonniers, il va falloir utiliser un autre thermomètre et voir comment ça évolue au cours du temps. Donc, en l'occurrence, le thermomètre ici, c'est l'émission thermique de l'atmosphère de Titan. Donc ça a été réalisé par l'instrument CIRS, le spectromètre qui était du coup à bord de l'un des spectromètres à bord de Cassini. Donc c'était le spectromètre en infrarouge thermique. Donc vous voyez ici un exemple de spectre, donc sur toute sa gamme de fréquences, et avec en l'occurrence nous le méthane ici qui va nous intéresser, puisque le méthane étant le deuxième composé le plus abondant de l'atmosphère, en reproduisant sa signature, on va pouvoir contraindre la température. Donc en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que les signatures spectrales ici en émission thermique sont à la fois dépendantes de l'abondance de la molécule, mais aussi de la température euh, du niveau, du niveau sondé, du niveau d'atmosphère sondée. Donc je vais y revenir un tout petit peu après. Et donc voilà, ça permet de sonder typiquement entre la température entre 120 et 650 km d'altitude. Donc pour faire ça, pour en déduire la température à partir de l'émission spectrale du méthane, on a besoin des calculs des spectroscopistes, donc, qui vont mesurer à la fois en laboratoire les intensités des raies spectrales pour chaque molécule d'intérêt, et aussi simuler de façon numérique la physique quantique pour attribuer les raies spectrales, mais aussi donner leur intensité. Et donc, voilà, ça permet en l'occurrence, le méthane a été très longuement étudié. Le méthane, finalement, est une molécule simple, mais a un spectre vraiment très complexe. Donc, pas forcément en infrarouge thermique, mais en infrarouge proche. Donc, ça, on le verra, j'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure. Et une fois donc qu'on a ces informations donc, sur les spectres, hein, donc on va pouvoir reproduire le transfert radiatif, donc le transfert de rayonnement dans l'atmosphère de Titan. Donc c'est ce sur quoi nous travaillons au LESIA. Donc avec ici par exemple, donc le principe de base, c'est simplement qu'on va découper l'atmosphère en différentes couches avec des densités, des températures différentes. Et l'émission thermique va être émise à un niveau et va être détectée du coup par la sonde. Et à différentes longueurs d'onde, on va sonder différents niveaux de l'atmosphère. Donc tout ça, c'est représenté par cette équation qui nous dit que l'émission thermique de la surface va être, elle, atténuée par toutes les couches au-dessus. Et chaque couche atmosphérique est émettrice, donc avec son émission de corps noir, et atténuée par les couches au-dessus. Donc voilà, il faut vraiment tenir compte de toute la composition atmosphérique, des différentes raies spectrales, et chaque raie spectrale va sonder un niveau différent d'altitude.
Donc, on utilise le spectromètre CIRS avec ces détecteurs qui étaient donc répartis sur une barrette de détecteurs. Il y avait une dizaine 10 détecteurs sur deux barrettes différentes. Et ça permettait de sonder, suivant leur position, différents niveaux d'altitude dans l'atmosphère de Titan. Et donc, en modélisant ces spectres, on peut remonter à des profils verticaux, soit de température, soit d'abondance. Et suivant les observations, donc il y avait des scans en fait, qui étaient faits lors de l'approche de Cassini et au moment où Cassini s'éloignait, donc lors d'un survol. Donc ça permettait du coup de déduire vraiment un champ de température d'un pôle à l'autre. Donc c'est ce que je montre ici, un exemple de champ de température donc, qu'on a déduit en juin 2011. Avec ici, donc vous avez en haut le pôle Nord, en bas le pôle Sud. Donc c'est vraiment comme une tranche atmosphérique là ici avec du coup le 90 degrés, l'équateur ici, et on va vers le pôle sud, et entre 150 km et 650 km d'altitude. Donc on peut cartographier comme ça la température au cours du temps. Et donc ici, on peut voir qu'en automne sud, donc, on voit la température au niveau du pôle sud. Donc on s'approche vraiment de l'hiver nord. La température à basse altitude va diminuer au cours du temps. Donc ça, c'est normal puisqu'on rentre dans la nuit polaire. Mais par contre, on voit que la température donc, diminue à plus haute altitude. Donc ça, c'est quelque chose d'attendu. Mais par contre, réaugmente ensuite. Donc ça, c'était quand même une surprise. Et donc, je vais détailler un petit peu l'explication juste après. Voilà. Alors, on peut aussi déduire la cartographie des abondances moléculaires, puisqu'en fait, une fois qu'on a obtenu la température, donc l'émission thermique, comme je vous l'ai dit, dépend à la fois de la température et de la composition des molécules. Donc, si on a contraint la température, on va pouvoir contraindre les abondances des molécules en reproduisant des spectres observés. Donc là, je donne l'exemple du HCN, donc le cyanure d'hydrogène, avec la distribution spatiale en fait, de cette molécule, donc de son abondance, pendant tout le printemps nord jusqu'à l'été nord. Et on voit qu'au pôle nord, donc, il y avait des enrichissements qui ont diminué au cours du temps, alors qu'au pôle sud, c'est l'inverse. Les enrichissements augmentent au cours du temps. Et on voit qu'ils sont très localisés ici, au niveau du pôle sud. Et donc ça, c'est lié à la présence d'un vortex polaire qui va confiner, en fait, c'est des vents qui tournent d'ouest en est, et ça va confiner les enrichissements moléculaires, puisque les molécules se forment, on l'a vu, à haute altitude. Donc elles sont plus abondantes à haute altitude, et la dynamique globale fait qu'elles vont être concentrées euh, au sein du vortex polaire, il existe une descente d'air dont je vais vous parler juste après. Alors, donc, voilà, je vous ai un petit peu parlé, j'ai commencé un peu à vous parler de la dynamique, mais il faut vraiment comprendre que toutes ces observations peuvent être uniquement interprétées grâce à des modèles de climat global, donc c'est-à-dire des modèles comme les modèles climatiques que l'on a pour modéliser le climat terrestre. Donc, ils vont prendre en compte les équations d'hydrodynamique, des bilans radiatifs, euh, et voilà, donc qui vont prendre en compte plusieurs aspects physiques et chimiques pour modéliser le climat. Donc sur Titan, ça a commencé, ce type de modèle ont commencé à être développés en 1995 au laboratoire de météorologie dynamique. Et nous continuons du coup à collaborer. Nous avons, enfin depuis le début, en fait, nous collaborons avec cette équipe-là. Et en comparant du coup les cartes observées, donc ici c'est l'exemple de l'acétylène observées avec Cassini, avec qui sont modélisées par le GCM, on peut en déduire comment la dynamique atmosphérique évolue. Donc là, par exemple, on a un enrichissement observé à haute latitude, et ça, c'est lié à une cellule de circulation qui emmène l'air enrichi à haute altitude, à plus basse altitude ici. Et le modèle, à cette époque-là, prévoit en fait une double cellule de circulation, une qui descend au pôle nord et une autre qui descend au pôle sud, avec un enrichissement qui devrait commencer à apparaître au pôle sud, ce que nous n'avons pas encore à cette époque-là, mais que par contre nous observons 2 ans après. Et donc voilà, il peut y avoir parfois des petits écarts entre les observations et la modélisation. Et par exemple, à cette date-là, le modèle de climat global prévoit une seule cellule de circulation qui descend au niveau du pôle sud et monte au niveau du pôle nord, et avec un enrichissement du coup en raison de cette descente d'air au niveau du pôle sud. Donc ce que nous voyons aussi sur les observations Cassini. Donc voilà, il y a un aller-retour finalement entre les observations qui vont apporter des contraintes au modèle et les modèles qui apportent
des interprétations à nos observations. Donc, alors, rentrons un tout petit peu plus dans le détail sur ce qui se passe exactement en termes de dynamique atmosphérique. Donc, l'atmosphère de Titan, finalement, est composée de grandes cellules de circulation, donc on l'a vu un tout petit peu juste avant, qui vont monter au niveau du pôle Nord pendant l'été, le printemps et l'été, et descendre au niveau du pôle Sud pendant l'hiver. Donc, cette descente d'air crée une compression adiabatique et ça crée un réchauffement de la stratosphère. Et donc, c'est ce qu'on a vu au fur et à mesure. Donc, je reviens juste un peu avant, ici. Donc, d'abord à l'automne, donc on a une diminution de la température, puis un réchauffement de la température qui est lié à cette compression adiabatique. Donc, on pourrait s'attendre en automne à ce que la température diminue au cours du temps jusqu'en hiver, mais non. Et en fait, disons contre-intuitivement, elle augmente à cause de cette descente d'air. Et cette descente d'air, oui, donc là, je passe très rapidement. Il y a aussi une petite cellule de circulation qui maintient un petit enrichissement à haute latitude nord, donc ce qu'on a aussi vu dans les observations, vu qu'ils sont présentés ici et qui sont du coup prédites par le modèle. Et enfin, le modèle prédit un... Donc, du fait de la circulation globale, prédit un vortex polaire, donc avec des vents zonaux qui vont confiner, donc qui vont être importants de l'ordre de 300 mètres par seconde et qui vont confiner l'air enrichi ici au niveau du vortex polaire sud. Donc ça se passe pendant l'automne et pendant l'hiver. Donc on commence à avoir, grâce à Cassini, une meilleure vision globale de la dynamique atmosphérique de Titan, avec pour la première fois, donc c'est-à-dire qu'avant Cassini, on avait une vision vraiment extrêmement parcellaire de cette dynamique, puisque il n'y avait eu que les observations de Voyager, donc de survol. Et là, vraiment, c'est la durée des 13 années de la mission qui nous a permis d'avoir vraiment des meilleures contraintes sur cette dynamique, à la fois observationnelle et en termes de modélisation. Donc, au début de la mission Cassini, c'était l'hiver nord, et en fait, il y avait une cellule qui montait au niveau du pôle sud et qui descendait au niveau du pôle nord. Donc, pour quelle raison? C'est parce qu'en fait, l'hémisphère sud étant plus chauffé, l'air a tendance à se dilater, et donc il va se déplacer, monter, et au niveau du pôle nord, l'air étant plus froid, il va avoir tendance à plutôt se contracter, disons, et l'air va descendre au niveau du pôle nord. Et au cours du temps, il se crée une petite cellule, après le passage de l'équinoxe, au niveau du pôle sud, qui va grandir en taille. Et finalement, celle qui était dans l'hémisphère nord, elle va diminuer en taille. Et à la fin de la mission Cassini, donc on a pu voir que la circulation était totalement inversée par rapport à celle en début de mission. Et donc voilà, donc on a vraiment maintenant une sorte de timing des changements saisonniers de la dynamique atmosphérique globale de Titan. Alors, après Cassini, donc on a pu continuer à travailler quand même sur l'étude de la dynamique de l'atmosphère, avec en particulier des mesures de l'interféromètre ALMA, donc à plus grande longueur d'onde, en submillimétrique, et grâce au décalage Doppler en fait, des raies spectrales, donc là, on peut directement mesurer les vents, et ces vents ont été mesurés à haute altitude, et à 1000 km d'altitude, on a des vents qui sont de l'ordre de 300 mètres par seconde. Donc ici, les vents s'éloignent, ici, les vents s'approchent. Non, c'est l'inverse, excusez-moi. Ici, les vents s'approchent, ici, les vents s'éloignent. Et donc, ils atteignent à peu près 1000 km/h. Donc la vitesse, ça aussi, ça a été une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ce que dans Titan, à si haute altitude, à 1000 km d'altitude, on ait des vents aussi intenses. Donc c'est encore quelque chose qui reste à expliquer. Alors, donc jusqu'à maintenant, je vous ai beaucoup parlé de l'atmosphère de Titan, mais on n'a pas encore parlé de la surface. Donc, je vais vous montrer les grands résultats de Cassini liés à la surface de Titan pour vous amener ensuite à la mission Dragonfly. Alors, donc, comment est-ce qu'on étudie la surface de Titan? Donc, on a vu en visible, là, si vous vous souvenez, en haut à gauche, Titan apparaît jaune, totalement jaune, et en fait, finalement, la surface n'est pas visible. Donc, ce qui se passe, c'est que le spectre solaire va être diffusé principalement par les aérosols de Titan. Donc, si on prend n'importe quelle longueur d'onde en infrarouge, par exemple, proche infrarouge, la plupart du temps, en fait, les photons vont être diffusés dans l'atmosphère, en particulier par les aérosols, mais ils vont aussi pouvoir être absorbés par le méthane, et on ne va pas pouvoir sonder à surface. Donc, en fait, il faut sonder dans des longueurs d'onde très précises, donc qui sont les fenêtres de transparence du méthane, là où le méthane absorbe pas ou très peu. Et donc, on va pouvoir avoir des informations sur la surface de Titan. Donc, il y a des filtres qui ont été mis sur les caméras de Cassini
avec ici, vous voyez le spectre de Titan. Et si vous prenez donc en visible, donc on l'a vu, le Titan apparaît jaune. Et par contre, si vous prenez un filtre bien spécifique dans une fenêtre, là, vous pouvez voir la surface. Donc il faut vraiment bien choisir les longueurs d'onde dans Titan, dans les spectres, pardon, pour observer la surface de Titan. Alors, une autre façon d'étudier la surface de Titan, ça a été des observations réalisées par le radar. Donc, le principe de ces observations, donc, quand le radar va émettre une onde, si la surface est lisse, cette onde va être réfléchie et ne va pas repartir vers le radar. Donc, ça va créer des sortes de zones sombres. Et donc, ce qui va permettre, en particulier, qui peut être lié à des lacs. Et donc là, ça va permettre de détecter les zones où il y a des étendues liquides à la surface de Titan. Alors, donc, compte tenu de la température et de la pression de surface, donc, je vous ai dit qu'il y avait un cycle du méthane sur Titan. Donc, les étendues liquides sur Titan sont des étendues de méthane liquide, avec éventuellement de l'éthane liquide à l'intérieur. Mais voilà, ce n'est pas de l'eau compte tenu de la température de moins 180 degrés. Et alors, donc, pour les autres structures à la surface, donc si par contre vous observez avec le radar une surface rugueuse, une partie du signal va être réfléchie vers le radar et dans ce cas-là, l'image radar paraît brillante. Et donc, Cassini a cartographié du coup une grande partie de la surface de Titan, près de la moitié, avec une bonne résolution, meilleure que 1 km. Et ici, vous avez une carte radar donc, de Titan avec une zone ici qui est plus brillante, qui s'appelle Xanadu, qui est une région un peu, disons, montagneuse, et les zones plus sombres ici qui correspondent en fait à des lacs contenant des hydrocarbures liquides, c'est-à-dire du méthane et de l'éthane liquide. Alors, donc Titan a été cartographié, donc ça c'est une image en fausse couleur, en infrarouge proche et du coup avec les contraintes d'émission radar. Je vais la remettre au début. Hop. Donc, on voit que Titan a une surface très hétérogène, avec des zones sombres ici qui sont en fait des grandes étendues de dunes. Ici, cette région brillante, Xanadu, dont on a un peu parlé, qui est une région un peu montagneuse. Huygens a atterri dans cette région-là et la sonde, le drone Dragonfly, lui, va atterrir dans cette région ici. Donc, ça a été une des grandes surprises du début de la mission de Cassini, c'est d'observer ces grandes étendues de dunes, ces grands champs de dunes, parce qu'on ne s'attendait pas à en voir en fait sur Titan. Alors, donc, ces grands champs de dunes ont été cartographiés en radar. Et donc ici, on voit donc ces lignes sombres qui sont en fait des dunes de l'ordre de 50 à 200 km de haut, pardon, mètres de haut, et qui font typiquement des longueurs de plusieurs centaines de kilomètres, voire milliers de kilomètres de long. Et entre les dunes, donc on a des zones qui sont des interdunes plutôt plates, qui sont de l'ordre de 2 à 3-4 km de large. Et un des meilleurs exemples sur Terre, en fait, un des meilleurs analogues de ce type de champ de dunes, c'est ce que l'on trouve dans le désert de Namib sur Terre. Et voilà, en Namibie, avec des dunes longilignes qui vont être arrêtées par des reliefs. Donc c'est exactement ce que l'on voit aussi ici sur cette image radar de Titan. Donc, d'un point de vue géologique, donc, la surface de Titan a été cartographiée dans son ensemble. Alors, il y a plusieurs types de terrains, donc 6 grands types de terrains. On voit des cratères, mais relativement peu. Donc les cratères d'impact sont ici représentés en rouge. Ils représentent seulement 0,4% de la surface. Donc il y en a peu, donc ça signifie qu'il y a un resurfaçage au cours du long terme. Sur le long terme, il y a un resurfaçage de la surface de Titan. La majorité donc, de la surface est constituée de plaines, donc c'est les régions en vert ici, qui sont des régions qu'on connaît mal, qui n'ont pas été vraiment compte tenu de la résolution en fait, spatiale de Cassini, donc, n'ont pas vraiment pu être étudiées. Et il y a aussi donc d'autres régions qu'on appelle des labyrinthes, qui sont plutôt dans la partie nord, donc il y a nord ou sud, enfin en tous les cas à haute latitude, qui correspondraient avec, donc pareil, qui n'ont pas très bien pu être étudiés en termes de résolution spatiale, mais qui correspondraient à des sortes de réseaux où du liquide se serait écoulé. Et enfin, donc, il y a ce qu'on appelle les terrains montagneux, Yumoki, à 14%, qui sont les zones orangées. Donc là, à nouveau, on retrouve Xanadu, dont j'ai un peu parlé. Mais il y en a un petit peu partout, en fait, à la surface. Et ce qui est très intéressant, donc, ce qui est très particulier à Titan, c'est qu'il possède des étendues liquides. Donc, ce qui apparaît en bleu ici.
pour 1,5%. Donc je le répète, ce sont des étendues de méthane et d'éthane liquide. Donc c'est principalement du méthane en fait liquide. Et donc dans le système solaire, il n'y a que deux objets du coup, qui contiennent des étendues liquides. Donc comme vous le savez, la Terre et Titan. Donc Titan est vraiment très particulier de ce point de vue-là. Et enfin, donc les grandes étendues de dunes qui sont en violette, dont j'ai déjà parlé. Voilà, donc j'ai un tout petit peu évoqué le cycle du méthane de Titan. Donc c'est là aussi quelque chose de très particulier, puisque dans le système solaire, de la même manière, il y a uniquement un cycle de l'eau sur Terre, et sur Titan, pardon, Titan, nous avons un cycle du méthane. Donc c'est là à nouveau une nouvelle analogie un peu avec l'atmosphère terrestre, mais dans des conditions très différentes. Et donc ici, vous avez une image des mers vues en infrarouge. Donc là, on a une image de Titan en fausse couleur, avec le pôle Nord par ici, et donc les mers dans l'hémisphère nord. Donc ce qui est vraiment très intéressant sur cette image, c'est qu'en proche infrarouge, ici, on voit un spot lumineux, ici jaune, qui en fait correspond à la réflexion spéculaire du Soleil sur l'étendue liquide qui constitue cette mer. Donc c'est comme si, lorsque vous étiez en avion et que au-dessus d'un océan, que vous regardez le Soleil se réfléchir sur l'océan. Là, on voit exactement la même chose, mais dans d'autres longueurs d'onde. Et donc c'est le Soleil qui se réfléchit sur une mer de méthane de Titan. Alors, d'autres preuves qu'il a coulé ou qu'il coule encore du liquide à la surface de Titan, donc c'est au moment de l'atterrissage de Huygens. Donc, Huygens a atterri dans une zone où en fait il y avait des réseaux fluviatiles qui ont été photographiés, qui semblaient se jeter dans une sorte d'étendue, mais qui en fait étaient asséchés. On va le voir juste après. Mais toujours est-il que du liquide a coulé à plus ou moins court terme à la surface de Titan au moment où Huygens a atterri. Et enfin, autre preuve du cycle du méthane, donc il y a des nuages qui ont été observés pendant Cassini, en particulier autour de l'équinoxe vers l'équateur. Et certains d'entre eux ont montré des précipitations, des épisodes de précipitations qui ont pu être détectés par Cassini. Alors, donc, ici, je vous présente des images de la descente de Huygens, donc pour voir un peu à quoi ressemble l'atmosphère et ce qu'on voit à la surface. Donc, à haute altitude, on a finalement un ciel bleu, quand même, comme sur Terre. Donc, c'est lié à la diffusion Rayleigh du diazote, donc là aussi, comme sur Terre. Et lorsqu'on s'enfonce dans l'atmosphère, on voit du coup que cette atmosphère est de plus en plus opaque, de plus en plus jaune, mais on commence quand même à discerner la surface vers 70 km d'altitude. Voilà, on la voit ici aussi, à 25 km. Et au niveau de la surface, voilà ce que Huygens a observé. Donc une surface relativement plate avec des galets. Donc ces galets sont en fait des galets de glace d'eau, donc qui ont été arrondis, modelés par un écoulement liquide qui a eu lieu, on ne sait pas à quelle époque avant Huygens, donc ça peut très bien être quelques années avant, quelques dizaines, centaines, voire milliers d'années, on ne sait pas. Mais voilà, le milieu le sol était relativement humide quand même. Ça a été mesuré du coup par Huygens lors de l'atterrissage. Et donc, juste pour préciser, donc c'est des galets de glace d'eau, donc à la température de Titan, donc moins 180 degrés, la glace est extrêmement dure, donc c'est finalement l'équivalent de roches, de galets de roches qu'on aurait nous sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'on verrait à la surface de Titan avec nos yeux, si on y était, si on était à la place de Huygens. Donc Huygens ici est représenté là, à gauche. Et en fait, pour avoir une idée, donc il a été modélisé. Donc ça, c'est dans les conditions avec les mesures des paramètres physiques réalisés par Huygens. Donc il a été modélisé le transfert radiatif dans l'atmosphère de Titan avec les filtres correspondant à ce qu'on verrait avec nos yeux. Et donc là, sur cette modélisation, a été ajoutées deux chaises de jardin qui sont blanches normalement. Donc vous voyez que tout ça est relativement sombre, plutôt jaune, orangé. Et ça, c'est lié à l'épaisse atmosphère de Titan. Et en fait, il faut se rendre compte qu'il fait très sombre au niveau de la surface en raison de l'épaisse atmosphère, donc les 1500 km d'atmosphère. Donc déjà, d'une part, Titan reçoit, on l'a dit au début, 100 fois moins de flux solaire au niveau du haut de son atmosphère. Et en plus, il n'y en a que 10% qui vont arriver jusqu'à la surface. Donc au final, à la surface de Titan, vous avez 1000 fois moins de lumière que vous n'en avez sur Terre en plein jeu.
Donc c'est vraiment un environnement très sombre, voilà, très sombre, plutôt jaune et on l'a dit très froid. Mais alors il n'empêche il est quand même vraiment très intéressant, donc on va voir pourquoi et du coup ça va nous amener à la mission Dragonfly. Donc, on a vu dans la haute atmosphère, voilà, le petit rappel, les molécules qui sont dissociées, le diazote, le méthane, qui forment des feuillets qui se combinent sous forme de boules, qui elles-mêmes s'agglomèrent sous forme d'agrégats, d'aérosols. Et en fait, au cours des millions, milliers, voire milliards d'années, ces aérosols vont sédimenter à la surface, ils vont tomber à la surface. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'ils peuvent être en interaction avec de l'eau liquide à la surface dans des conditions qui vont être très particulières. Donc, ces conditions, c'est lié ça va être lié à des impacts, en fait, de cratères, des impacts de météores qui vont pouvoir traverser la surface et impacter l'atmosphère, pardon, et impacter la surface. Et donc, la surface étant constituée de glace d'eau, l'énergie fournie par ces impacts va faire fondre la glace. Donc, ces aérosols vont se retrouver en interaction avec de l'eau liquide. Et il a été prouvé en laboratoire que si on met les aérosols que je vous ai montré tout à l'heure, créés dans une enceinte en contact avec de l'eau, très vite il va se former des acides aminés et d'autres composés qui sont d'intérêt pour la chimie prébiotique. Donc l'idée qui finalement existe depuis le début de l'exploration de Titan, c'est est-ce que la chimie atmosphérique de Titan peut être d'intérêt donc, pour éventuellement la formation de la vie. Donc pas sur Titan, mais au sens très général. Donc est-ce que cette chimie peut être prébiotique et jusqu'où, jusqu'à quelle complexité elle va? Donc ça, c'est l'objectif de la mission Dragonfly. Ça va être d'étudier Titan en termes d'objets et en termes de complexité du point de vue de la chimie atmosphérique et voir cette complexité, si cette complexité, du coup, peut amener des molécules d'intérêt pour la chimie prébiotique. Donc Dragonfly va être lancé en juin 2028 et devra arriver sur Titan en 2034. Donc c'est un drone qui va être largué dans l'atmosphère de Titan avec du coup un atterrissage qui va être réalisé de façon automatique. Et donc, il va atterrir dans la région des dunes, au niveau des interdunes. Donc, je vous ai dit que ces interdunes font 2 à 4 km de large. Donc, c'est des endroits assez plats, donc plutôt là où le drone va pouvoir se poser en toute sécurité et va pouvoir effectuer des mesures à la surface, donc des mesures de composition, qui vont ensuite être envoyées par l'antenne Auguin directement vers la Terre. Et avant, du coup, d'effectuer ensuite un nouveau vol pour aller explorer un nouveau site d'atterrissage. Donc sur Titan, il est beaucoup plus simple de voler que sur Terre, puisqu'en fait la gravité est 7 fois plus faible et la densité de l'atmosphère est 4 fois plus grande. Donc finalement, il n'y a pas besoin d'un très gros drone pour effectuer des vols, et en particulier voilà, des hélices qui ne vont pas être surdimensionnées. Donc je vais y revenir juste après. Alors juste pour vous dire, donc la zone d'atterrissage, donc on l'a dit, ça va être la région des dunes, puisqu'il y a vraiment des endroits où on peut se poser en sécurité. L'ellipse d'atterrissage est assez grande en raison des vents qu'il existe donc, dans l'atmosphère de Titan. Donc, je vous ai parlé du vortex polaire, donc les vents zonaux tout à l'heure, mais en fait, toute l'atmosphère tourne avec des vents zonaux et d'ouest en est. Et du coup, lors de sa descente, Dragonfly du coup, va être déporté d'ouest en est. Et donc, on connaît, voilà, il y aura une ellipse d'atterrissage relativement large. Et l'objectif, ça va être d'étudier, de se déplacer par bonds successifs vers le cratère Selk, un cratère qui est de plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre, que l'on pense euh, être à l'origine d'étendues, que l'on imagine avoir contenu de l'eau pendant plusieurs centaines à milliers d'années au moment de sa formation. Donc voilà, Dragonfly va étudier du coup cette surface au fur et à mesure de ses observations. Alors, donc pour se déplacer, donc je vous l'ai dit, Dragonfly va se déplacer de façon autonome. Donc, il va d'abord décoller de sa zone d'atterrissage de départ. Il va explorer un premier site d'atterrissage, mais ne va pas se poser. Il va repartir au site d'atterrissage initial qui était du coup qui ne posait aucun souci. Et l'équipe va analyser les images et donc valider le deuxième site d'atterrissage.
Ensuite, Dragonfly va voler et explorer un autre site d'atterrissage sans se poser pour revenir au site d'atterrissage qui, lui, est totalement safe pour l'atterrissage du drone. Donc voilà, Dragonfly va comme ça se déplacer par bonds successifs avec une exploration en amont du site d'atterrissage suivant. Alors, une fois posé, donc, il y a une batterie d'instruments. Donc, Dragonfly, oui, je ne l'ai pas dit, les dimensions de Dragonfly, c'est de l'ordre de 2,50 m de haut. Euh, 2 mètres, oui, bah, grosso modo, ça fait 2,50 m par 2,50 m à peu près. Et donc, les hélices, en fait, à l'échelle ici, sont du coup portées par la PI ZB Turtle. Et donc, il y a quatre rotors qui contiennent chacun deux hélices en fait, pour déplacer le drone. Le drone pèse à peu près 800 kg. Et donc, il y a une batterie d'instruments sur ce drone. Donc, il y a d'abord la suite d'instruments Dragnet qui servira à faire de la géophysique et étudier la météo. Donc, il y a une douzaine de capteurs, un sismomètre, des géophones, des microphones, des mesures de pression, des capteurs de pression, de température, etc. Et il y a le plus gros instrument qui est l'instrument DRAMS, qui est un analyseur de chimie, dont je vais vous parler juste après. Draco est la foreuse qui va aller récupérer des échantillons à la surface. Il y a un jeu de caméras qui vont plutôt observer à l'avant et au niveau du sol, donc pour donner un contexte géologique aux mesures chimiques. Et Dragons, qui est un spectromètre à neutrons et rayons gamma, qui, en fait, lui, va servir en première mesure à évaluer la composition, du coup, de la sous-surface de Titan. Donc, il va émettre des rayons, des neutrons vont être émis par le générateur de neutrons vers la surface, qui vont être captés par les noyaux des atomes, qui vont réémettre des rayons gamma. Et en fonction de l'énergie émise, on va savoir si c'est du carbone, par exemple, de l'oxygène, et en fonction de l'intensité des pics, connaître leur abondance. Donc ça permet de savoir, par exemple, s'il y a de la glace en sous-surface, ou par exemple, ou plutôt de la matière organique. Alors, donc le plus gros, donc voilà, donc ça va permettre d'avoir une première estimation de la composition de surface et ensuite de décider si l'instrument d'Arams effectue un échantillonnage et une mesure chimique de la surface. Donc DRAMS ici est couplé à Draco, Draco qui est la foreuse qui va capter du coup un échantillon au niveau de la surface et l'envoyer vers l'instrument DRAMS. Cet échantillon va être mis dans une capsule qui va être, donc voilà, l'échantillon qui est mis dans la capsule. Et cette capsule va soit aller dans le mode LDMS, donc c'est le Laser Desorption Mode. Donc là, il y a un laser qui va impacter l'échantillon et les éléments du coup désorbés vont être envoyés vers le spectromètre de masse. Donc ça va permettre de déduire en première analyse la composition de l'échantillon. Et ensuite, si on le souhaite, donc il est aussi possible de faire une pyrolyse donc avec l'échantillon, donc il va être très fortement chauffé. Il peut aussi y avoir un agent dérivatisant, donc un agent chimique qui peut aider euh, à, évacuer les molécules vers cette fois-ci le chromatographe en phase gazeuse qui va permettre de séparer des molécules qui peuvent être chirales. Donc c'est des molécules qui ont les mêmes atomes mais qui ont des formes différentes. Et tout l'intérêt, c'est de voir si, comme sur Terre, il existe ou pas un, un excès d'une ou l'autre des conformations de ces molécules. Donc un excès dit énantiomérique. Donc normalement, en chimie non biotique, abiotique, il y a 50% de l'un et 50% de l'autre. Or, sur Terre, vu que la vie est partout, donc pour ces molécules-là, on a un excès énantiomérique. Donc, il est intéressant de voir si sur Titan, il est observé le même genre de choses en termes de chimie prébiotique. Donc voilà, l'instrument DRAMS, du coup, est actuellement en cours de développement. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que la France participe à cet instrument activement. Donc, le laboratoire responsable est le LATMOS, qui est à quelques kilomètres d'ici, et Olésia aussi, nous y participons. Donc, je vais y revenir juste après hein, sur ce qu'on fait. Donc, il y a actuellement un engineering modèle qui est développé de DRAMS avec différents tests. Donc, par exemple, ici, vous voyez, c'est un peu fort.
pardon, je vais baisser mon son, différents tests de vibration. Il y a eu 3 mois de tests là récemment sur la température. Donc, est-ce que si bon, voilà, pour tester la température, et j'essaye d'aller un peu vite parce que je me rends compte que j'ai pris un peu de temps. Et, euh, et donc, alors, voilà, donc l'équipe Olesia est composée d'une douzaine de personnes. Donc on travaille sur à la fois la thermique, la mécanique et aussi sur le montage du coup à la fois du modèle d'engineering et ensuite du modèle de flight model, le modèle qui volera sur Dragonfly. Et nous faisons partie de l'équipe française, donc il y a une quarantaine de personnes, donc je l'ai dit, le leader et le Latmos. Il y a également le CNES qui participe. Et en tout, il y a plus de 500 personnes, incluant évidemment l'équipe américaine que vous voyez là. Donc voilà, donc je vous ai présenté du coup tous ces résultats de Cassini qui sont en fait finalement une toute petite partie du résultat de la mission. Et donc je vous donne rendez-vous dans 10 ans pour les premiers résultats de Dragonfly. Et en attendant, je me permets de faire un petit peu de pub pour un livre que nous avons coécrit avec Alice Le Gall, Sandrine Garnet et Sébastien Charnos qui retrace tous les résultats de la mission Cassini concernant tout le système de Saturne. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, désolée, j'ai pris beaucoup plus de temps que ce qui était prévu. Mais voilà, donc je serais vraiment ravie de répondre à vos questions et je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Sandrine. Euh, En effet, le temps est dépassé, mais tu as dit énormément de choses, énormément d'infos. Alors, est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Moi, j'ai une question peut-être naïve, mais Dragonfly, comment il va s'alimenter là, en énergie panneau solaire? Enfin, Oui, il va fonctionner. oui, oui, effectivement, je n'avais pas du tout parlé. En fait, il y a un générateur nucléaire, donc c'est une pile électrique finalement, qui est à l'intérieur du drone, qui va du coup fournir, donc il y a une palette d'un matériau nucléaire, donc c'est soit du plutonium ou de l'uranium, je me souviens plus, qui va créer en fait, qui va chauffer un élément qui va transformer cette chaleur en électricité. Et cette électricité va servir à alimenter une batterie et c'est sur cette batterie que le drone va voler. Et en fait, on ne peut pas avoir de panneaux solaires à cette distance-là parce qu'il faudrait qu'ils aient d'une part une taille énorme, donc typiquement de la taille d'un terrain de tennis, et en plus du fait de l'atmosphère qui absorbe énormément, c'est juste totalement impossible d'avoir des panneaux solaires pour explorer Titan. Il y Donc avait juste simplement pour dire, c'est le même genre de générateur que ce qu'il y a sur le rover Perseverance, par exemple. Alors, il y avait une question de fond sur l'idée d'un océan subsurface sur Titan. Oui, alors Cassini a montré qu'il y avait un océan à l'intérieur de Titan, effectivement. Donc vous avez vu la semaine dernière, le mois dernier, donc un séminaire sur Mimas, donc qui contient aussi un océan subglaciaire. Donc c'est le cas aussi pour Titan. Et d'ailleurs c'est le cas aussi pour Encelade. Et donc, ça a été montré effectivement aussi par Cassini. En particulier, l'axe de rotation de Titan est très peu décalé, en fait. On s'attendrait à ce qu'il soit plus décalé que ça. En, il y a quoi? Il y a 0,03 degrés, si je ne dis pas de bêtises, qui s'explique simplement par la présence d'un océan interne. Et voilà, mais bon, là, je laisserai plutôt les spécialistes parler de structure interne. Il y a de quoi faire un séminaire là-dessus. Il y avait Pascal Desmoulins qui a une question. Oui, euh, c'était très bien, merci Sandrine. Moi, j'étais impressionné en particulier par la circulation globale qu'il y a au niveau de Titan entre le pôle sud et le pôle nord, et puis ça s'inverse au cours du temps. Et il ne me semble pas que ça soit présent sur Terre, c'est pas présent sur le Soleil. Est-ce que c'est dû, ce mode global, est-ce que c'est dû au fait que l'atmosphère de Titan est très épaisse en fait par rapport à la taille de la planète? Alors, en fait, ce qui joue principalement, c'est la rotation, la vitesse de rotation de Titan. Titan tourne beaucoup plus lentement que la Terre.
Et elle tourne en 16 jours. Une journée Ah, sur Titan dure 16 jours. Et de ce fait, en fait, finalement, sur Terre, tu as aussi des cellules de circulation, donc la cellule de Hadley, cellule de Ferrel, cellule polaire, etc. Mais en fait, ce qui fait que ces cellules n'auront pas de pôle à pôle, c'est parce que l'atmosphère terrestre, la Terre, pardon, tourne plus vite que Titan et la force de Coriolis va briser, en fait, l'extension en d'accord. latitude des cellules de circulation terrestre. Et sur Titan, Mhm. c'est pas le cas. Et donc, en fait, finalement, la plupart du temps, elles vont de pôle à pôle. Donc, la majorité de l'année, sauf au cours de l'équinoxe ou juste après, où là, en fait, tu as vraiment le flux solaire qui est majoritaire au niveau de l'équateur. Et donc, l'air se dilatant va monter au niveau de l'équateur et redescendre au niveau des pôles. D'accord. D'accord, très bien, merci. Alors, dans le chat, Thibault Legard demandait de quoi sont faites les dunes. Alors, les dunes, on pense qu'elles sont faites de matériaux organiques qui correspondent aux aérosols. Ils sont où? Je les ai mis après. Non, je les ai mis avant. Voilà, de ces aérosols, en fait, qui s'agglomèrent au cours du temps, au cours des milliers et millions d'années. Enfin, on ne sait pas, en fait, finalement. Et ils sont formés par des vents qui sont... Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les vents à la surface de Titan sont, dans l'ensemble, très faibles, de l'ordre du kilomètre par seconde, donc quelques kilomètres heure. Excusez-moi, du mètre par seconde, donc quelques kilomètres heure. Et, euh, et en fait, il y a des épisodes au moment de l'équinoxe où il se crée des sortes de cellules, euh, j'allais dire orageuses, mais c'est pas orageuse parce que ça donne une mauvaise image. Donc, de sortes de cumulonimbus de méthane qui vont être à l'origine de vents plus puissants qui vont, on pense, créer ces dunes, en fait, être à l'origine de la présence de ces dunes à l'équateur. Donc, ce serait vraiment lié à la formation de ces cellules de convection euh, atmosphérique, donc du méthane, qui créerait ces dunes. Donc voilà, on pense qu'elles sont faites de matière organique donc, qui sont ces aérosols, avec peut-être des grains de glace d'eau éventuellement. Mais on n'a pas plus d'informations que ça. Plus de questions? Ben, écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va en rester là. Merci beaucoup, Sandrine, pour ce